Bonsoir, alors nous poursuivons ce tour d'horizon des listes de gauche aux européennes avec donc la liste du Parti communiste français qui est dirigée par Marie-Hélène Bourlard. Pauline, si tu peux nous présenter notre invitée. Alors la liste en fait est dirigée par Yann Brossa, mais effectivement Marie-Hélène Bourlard est seconde et c'est la première femme sur la liste. Donc Marie-Hélène, vous avez un profil atypique. Alors vous n'êtes pas totalement inconnue du grand public, puisque vous avez joué dans... vous êtes... on vous voyait en tout cas dans le documentaire de François Ruffin, Merci Patron, qui a reçu un César en 2017, et vous étiez d'ailleurs à ses côtés sur la scène du Châtelet pour recevoir le César. Donc vous êtes née au Quesnoy, petite ville de l'Avesnois dans le Nord. Vous êtes une ancienne ouvrière de l'usine Etché, sous-traitante de LVMH. Donc c'est à ce titre que vous apparaissiez dans le documentaire Merci Patron, qui a fermé en 2017. Non, 2019. 2009, pardon. Ah, 2009, bon, d'accord. Vous avez été syndicaliste à la CGT, vous avez adhéré au PCF à l'âge de 18 ans. Et aujourd'hui, donc, vous êtes militante au Resto du Cœur, soutien des Gilets jaunes, et vous êtes un peu une star au Parti communiste. Lors de la présentation de la liste à Marseille le 5 février dernier, vous avez eu droit à une standing ovation des militants. Et vous avez été présenté comme, je cite, le cauchemar des patrons, évidemment, de Bernard Arnault, et comme la voix des ouvriers. Donc effectivement, si vous êtes élue, vous serez la première ouvrière femme, je pense, élue au Parlement européen. Est-ce que c'est une motivation qui est forte chez vous pour vous présenter à cette élection? Ben oui, parce que la voix des ouvrières n'est pas entendue au Parlement européen, vu qu'on n'existe pas. C'est les lobbies, c'est les banquiers, c'est les multinationales, et nous, la voix des ouvriers et des ouvrières n'existe pas. Donc c'est un symbole très fort. D'accord. Et vous pensez que une partie des décisions qui sont prises au niveau européen est liée finalement à cette inexistence des ouvriers, et particulièrement des ouvrières, au Parlement, mais pas seulement au Parlement, évidemment, dans d'autres instances dirigeantes. Oui. Bien sûr, parce que les décisions sont prises, ils prennent des décisions, mais de quel droit ils prennent des décisions sans nous en parler? Nous, les ouvriers, où on est là-dedans? On n'existe pas. Alors, un des enjeux de votre élection, si vous êtes élu, et en tout cas de votre présence au Parlement européen, ce sera sans doute d'éviter ce que vous avez vécu directement dans votre usine en 2009, donc, qui est un phénomène de délocalisation, on va dire, d'optimisation industrielle dans un grand groupe industriel comme LVMH. Pour vous, en quoi l'Europe est finalement le bon endroit pour discuter de ça? Parce que toutes les décisions sont prises là. L'austérité, moins de services publics, il n'y a même pas de SMIC européen. On n'en discute pas, ça. Alors qu'on sait très bien se mettre autour de la table au niveau du Parlement européen. Il y a 751 eurodéputés. Ils ont bien décidé de mettre un SMIC, enfin je veux dire un SMIC entre parenthèses, pour les eurodéputés. Là, on s'est mis tous d'accord. Et pour un SMIC européen qui peut aller jusqu'à 2 000 €, vu qu'on peut aussi s'aligner sur le Luxembourg, là, on ne s'est pas décidé. Alors, une des particularités que vous aurez lorsque vous siégerez, si vous siégez au Parlement européen, c'est que vous allez être avec des élus de pays qui sont destinataires de ces délocalisations, notamment des pays d'Europe centrale et orientale. Comment vous envisagez, vous, en tant que future députée européenne possible, le dialogue avec les représentants de ces pays-là, de ces ouvriers également, qui ont élu ces représentants dans ces pays, et qui, eux, d'une certaine façon, pourraient vous dire ce que vous perdez d'un côté, nous, on le récupère de l'autre, et donc, finalement, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? D'abord, la première chose que je ferai, si je suis élue, bien sûr, c'est de réunir 751 personnes du monde du travail. Et là, on décidera ensemble nos propositions. Les propositions qu'ils veulent. Les réunir où? Ça, on peut réunir où on veut. C'est pas encore décidé, mais c'est la première chose qu'on fera. Qui seront représentants de tous les pays. Qui seront représentants de tous les pays, voilà. C'est la première chose qu'on fait. D'accord. Et donc là, ce sera une sorte de convention, finalement, des représentants du monde du travail. Donc, au moins, ils auront des choses à dire.
On les écoutera au moins. D'accord. Parce que là, les décisions aujourd'hui sont prises sans nous écouter. D'accord. Et donc l'idée, c'est de trouver des propositions qui conviennent à tous les pays de l'Union européenne. Et notamment, vous avez évoqué, mais celui du SMIC, du salaire minimum européen. Oui. Ça, c'est une de vos... Ça, c'est une de mes propositions, enfin une de nos propositions, vu que c'est la liste. Et pas par le bas, hein, parce que quand Macron il dit un SMIC européen, lui, c'est toujours par le bas. Hein. Lui, il veut peut-être nous aligner sur la Bulgarie. Hein. Donc, s'il y aurait un SMIC européen par le haut... À quel niveau, du coup, ce serait... Au niveau du Luxembourg, il gagne 2 000 euros par mois. Pourquoi on n'aurait pas 2 000 euros par mois? D'accord. C'est faisable, hein? D'accord. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver au Parlement européen? Vous allez devoir évidemment entrer. Le Parlement européen mène un dialogue avec le Conseil européen et la Commission. Comment vous envisagez, si vous êtes élu encore une fois, et comment la liste du Parti communiste envisage de façon plus générale sa position dans la future Assemblée européenne? Est-ce qu'on a le sentiment que le parti de la gauche européenne, ou en tout cas le groupe de la gauche européenne, gauche verte nordique, je crois, et voilà, est un petit peu sur le point d'éclater? Il y a des tendances un peu très différentes. Est-ce que votre ambition, c'est de maintenir ce parti de la gauche européenne, ce groupe-là, dans la situation où il est aujourd'hui, ou est-ce que finalement vous envisagez d'autres constellations possibles? Pourquoi pas? Il y a déjà un groupe, on fait déjà partie d'un groupe, mais pourquoi pas l'élargir au niveau du groupe? Mais la première chose qu'il faut faire dans ce Parlement, dans ces commissions, c'est... Ne pas les traités qui sont négociés en ce moment, il faut les abolir. Hein. Alors, il y a Yann Brossa qui parle de s'affranchir des traités. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la même question qu'on a posée tout à l'heure à Manon Aubry. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas rester avec tous ces traités qui sont ultralibéraux. Donc il faut les abolir complètement et renégocier des traités où le peuple se retrouvera. Donc des traités plus de gauche finalement? Plus de gauche, oui. Et alors, est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de le faire? Pour l'instant, je ne suis pas encore élue, donc on verra à ce moment-là. D'accord. Alors vous allez vous retrouver, si on est encore une fois dans la configuration actuelle, où il y a dans le parti de la gauche européenne une formation qui est Syriza, qui est la formation grecque, qui a tenté, on va dire, un peu d'engager un rapport de force en 2015 avec les autorités européennes dans le cadre de la crise grecque, qui finalement a renoncé à ce rapport de force, a mené une politique d'austérité dans son pays. Est-ce que ça vous fait réfléchir justement sur cette politique de s'affranchir des traités européens? Et qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que vous allez aujourd'hui, est-ce que vous envisagez, vous, au Parti communiste aujourd'hui, de continuer à siéger avec cette formation? Bien sûr. Pourquoi on ne siégerait pas avec cette formation? Oui, on continuera. On est en train d'étouffer le peuple grec alors que de l'argent, il y en a. Je ne vois pas pourquoi on l'étoufferait. L'austérité, tout ça, on en a ras-le-bol de tout ça. Mais c'est ce parti qui est votre allié a mené aussi cette politique d'austérité. Oui, mais justement, vous voyez où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. D'accord. Mais dans la stratégie de s'affranchir des traités, cette expérience grecque, elle vous inspire quoi? Elle vous dit, est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire seul, en fait. Il faut que tout le monde soit d'accord pour le faire. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Attendez, ils s'accordent bien pour le diamètre des tuyaux. Là, on s'arrange. Là, tout le monde est d'accord. Hein, pour le bœuf de gras, là, c'est marrant. Là, on s'arrange pour ne pas l'adopter. Et on n'arriverait pas à abolir l'austérité. Une des questions qui est aussi intéressante et qui est au centre de la campagne aujourd'hui, c'est celle de l'articulation entre la réindustrialisation, qui est au cœur de votre engagement, et puis la transition écologique, qui aujourd'hui est, on va dire, quelque chose qui est partagé par beaucoup de partis, et pas seulement à gauche d'ailleurs. Comment, vous, au Parti communiste, vous voyez justement cette articulation-là? Comment est-ce que vous concevez justement une réindustrialisation qui pourrait être écologique? Regardez, dans le Nord, on a une usine Ascoval.
Elle est la première à être anti-pollution. Elle est la première au monde. Hein. Et on veut la fermer. C'est ça l'écologie? Alors, le PC a quand même beaucoup évolué sur la question de l'écologie. Oui, on a fort évolué, oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez maintenant, peut-être, sur ces questions? Il faut arrêter le nucléaire petit à petit, pas tout d'un Arrêter le seul nucléaire coup, mais petit à petit. il faut arrêter progressivement le nucléaire, parce que ce n'est pas bon. D'accord. Et quand on voit aussi qu'on délocalise nos usines, par exemple, on a délocalisé Whirlpool d'Amiens en Pologne, alors qu'on met des camions pour ramener les sèche-linges en France. C'est l'écologie, ça? Donc pour vous, la délocalisation, c'est aussi... Il faut relocaliser certains produits chez nous. Ouais. Et ça aussi, c'est une politique de transition Ça, c'est écologique. une position de transition, oui. D'accord. Et Il sur... y aurait moins de camions sur les routes aussi, moins de camions sur les routes. On a le rail, pourquoi on ne fait pas le fret? Ça demande de réinvestir De dans réinvestir, le rail, c'est et pas y ce qu'il compris faut au en niveau ce moment, européen, hein. pour le coup, là, Oui. c'est quelque chose sur lequel l'Union européenne peut... Il y a le port fluvial aussi, on peut transporter aussi des marchandises sur le port fluvial. Ça serait écologique aussi, ça. C'est un sujet sur lequel vous pouvez engager des discussions, des alliances avec d'autres groupes et d'autres partis. Par exemple, les Verts, il y en a qui sont d'accord avec nous, quand même. Ouais. Ça vous rapproche également Voilà. de partis comme l'AFI L'AFI, voilà. D'accord. Justement, sur la question des alliances, il était question pendant un moment que le PC fasse liste commune avec Génération de Benoît Hamon. Est-ce que vous savez où ça en est, en fait, les discussions La porte, elle a été ouverte depuis le début, et puis on n'avait pas de réponse, donc nous, on est partis en campagne, on a mis notre propre liste. Et donc là, Mais la porte a toujours été ouverte. Et la porte reste ouverte Aujourd'hui, on est partis en campagne, nous faisons notre campagne. D'accord. D'accord. Vous avez signé un appel avec 21 partis européens, qui est un peu la base, on va dire, de votre programme européen. Dans ces différents partis, il y a notamment Die Linke en Allemagne et le Parti communiste portugais, je crois, d'autres partis également. C'est quelque chose qui, pour vous, est important de travailler aussi avec les autres partis européens, y compris dans la construction de votre campagne européenne. Bien sûr, il faut travailler avec les autres pays européens. Tout le monde a le droit de travailler dans une Europe sociale. Ouais. La campagne, vous la concevez au niveau européen également? Oui, ouais. oui. Alors du coup, vous allez faire des meetings en Europe? Comment ça va se passer? Pour l'instant, il faut d'abord être élu. Oui, non, mais même la campagne des Européennes. Non, aujourd'hui, c'est en France. Hein. Aujourd'hui, c'est en France. La campagne en France. Donc là, vous-même, vous faites des meetings dans plusieurs... Oui, ce soir, on va à Montataire. On fait plusieurs meetings. Comme il y a plusieurs candidats, chaque candidat fait des meetings. D'accord. Et qu'est-ce que vous entendez dans ces meetings forcément, dans ces meetings, c'est beaucoup nos militants. Hein. Oui. Bon, peut-être qu'ils en amènent d'autres aussi, mais ils sont contents d'abord qu'on a une belle liste, 50% d'ouvriers et d'employés, des blouses blanches, des blouses bleues, et c'est la première fois qu'on voit des gilets jaunes, voilà. Donc, et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Quel est votre regard sur le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui? Parce que vous les suivez de près. Et j'essaye tous les samedis d'être avec les Gilets jaunes, oui. Bon, maintenant, ça fait un peu... Comme j'ai la campagne, j'y vais moins souvent, mais j'essaye encore d'être avec eux, j'ai beaucoup de rapports. Et eux, ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes, c'est tout simple. C'est vivre dignement de leur travail. Ils veulent des augmentations de salaire. Et quand on voit, moi je suis au Resto du Cœur, qu'on voit des retraités venir au Resto du Cœur, qui ne savent même pas finir leur fin de mois, c'est ça qu'ils demandent. Et Macron ne les entend pas. Alors, est-ce que du coup, vous parlez de la question européenne? Parce que, est-ce qu'il y a un lien entre Oui, on leur dit que l'austérité, tout ça, ça vient de là, mais c'est facile quand même, c'est difficile de leur faire comprendre. L'Europe, pour eux, c'est loin. Aujourd'hui, pour eux, c'est les fins de mois. C'est ça qui les intéresse aujourd'hui, pouvoir manger correctement. Et ça, ils ne peuvent plus. Ils en ont ras-le-bol, ils n'en peuvent plus. Est-ce que l'engagement de quelqu'un comme vous, donc, qui est quelqu'un du terrain, ça leur permet d'avancer sur ce sujet-là et de se dire, finalement, si elle va justement sur le terrain européen, c'est que peut-être il se joue quelque chose aussi à ce niveau-là? Au début, quand j'ai été sur les ronds-points des Gilets jaunes, c'est vrai que nous, la CGT, on n'était pas toujours le bienvenu. Hein. On a eu du mal à s'intégrer. Bon, après, on y allait régulièrement. Et maintenant, ils m'appellent Madame la CGT. Et comme ils savent aussi que je suis candidate, ils sont très contents que je suis candidate
sur la liste de Yann Bonson. D'accord. Ça passe mieux. Oui, bien sûr. D'accord. Au niveau justement européen, finalement, bon, il est vraisemblable que la gauche soit minoritaire à l'issue des élections européennes. Comment vous envisagez votre travail dans ce cadre d'une gauche minoritaire au Parlement européen, avec vraisemblablement une extrême droite relativement forte, une droite libérale également très, très forte. Finalement, comment est-ce que vous envisagez de pouvoir jouer un rôle, peser, avancer, peut-être jouer un rôle d'alerte, je ne sais pas, mais comment vous allez concevoir ce rôle pendant les 5 ans où vous seriez élu si vous êtes élu? Bah, je ferai mon travail, comme j'ai toujours fait mon travail de syndicaliste à la CGT, bah, je ferai mon travail au niveau du Parlement européen, il n'y a pas de souci. Ça, on n'en doute pas, mais quel type de travail vous concevez justement, Pauline disait, le cauchemar des patrons, vous concevez d'une certaine façon comme un contre-pouvoir justement au pouvoir, vous l'évoquiez, des lobbies, bah oui, des banquiers. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé, donc ils ne savent pas ce que c'est que la misère. Eux, ça leur tombe comme ça d'un seul coup. Et donc, c'est ça qu'on veut leur faire comprendre. Et donc, vous voulez être finalement le porte-voix de ça. Le caillou dans la chaussure. Et pouvoir porter justement cette parole voilà. et ces revendications au Parlement européen. D'accord. Très bien. J'espère que ça sera comme ça, quoi. Et donc, vous initiez ce rassemblement de 751 citoyens. Du monde du travail. Du monde du travail. Donc, ce sera dès le lendemain de... C'est ça Oui. Quand je serai élu, quoi. Oui, dès le lendemain. On peut dire le lendemain. C'est quelque chose que vous préparez. Voilà, c'est quelque chose qu'on prépare. D'accord. Très bien. Donc c'est 751 personnes, 751 eurodéputés. C'est voilà. Ça l'idée. D'accord. Le miroir du Parlement européen dans le monde du peuple. travail. Du peuple, c'est le peuple. D'accord. Très bien. Écoutez, Marie-Hélène Burlot, on vous remercie d'être venue à Mediapart pour vous présenter la liste du Parti communiste. Et je passe tout de suite la parole à la suite. Donc je crois que c'est sur le Venezuela, je ne suis pas du tout sûr. Mais voilà, restez en tout cas en ligne, c'est important. Et à très bientôt. Merci.